10 ans. C'est depuis combien de temps nous sommes mariés? Une décennie de repas partagés, de disputes autour de toasts brûlés, de road trips nocturnes et de projets construits les uns après les autres comme des dominos. Nous ne nous attendions jamais à tomber. Quand Calista m'a suggéré un voyage à Aspen pour célébrer notre anniversaire, j'ai pensé que c'était peut-être sa façon de me dire qu'elle voulait arranger les choses. Le pâturage était rocailleux, la distance s'insinuait comme un courant d'air sous une porte verrouillée. Mais les gens dérivent parfois. Je pensais que les montagnes pourraient nous réunir. De la neige fraîche, des feux crépitants, quelque chose de réel. J'ai eu tort. Ce soir-là, nous étions assis dans un lodge rustique avec une vue panoramique sur les pins enneigés. La table était habillée de linge blanc et de bougies dorées. Une bouteille de vin rouge ouverte entre nous, Calista à moitié finie était vêtue d'une robe en velours vert foncé, quelque chose d'élégant mais sans effort. Son rire résonnait un peu trop fort pour la pièce calme, surtout lorsque son cousin Jordan se pencha et murmura quelque chose. J'ai saisi le dernier mot. Finalement, ils étaient tous les deux ivres, les joues rouges. Mais il y avait autre chose, quelque chose de répété. J'ai souri, j'ai essayé de retenir le moment. Le serveur a placé un steak poêlé devant moi, du romarin dansant dans les airs. Je viens de lever ma fourchette quand Calista a attrapé son verre, l'a fait tourner paresseusement et l'a dit comme si c'était la chose la plus normale au monde. D'ailleurs, dit-elle sans même me regarder, j'ai vendu ta cabane. Mon copain avait besoin d'argent. Il n'y a eu aucune accumulation, aucune excuse, aucune hésitation. Elle l'a dit comme on dirait qu'on a changé les rideaux. Ma fourchette s'est arrêtée en plein vol. J'ai levé les yeux. Je pensais l'avoir mal entendu. Mais ensuite Jordan renifla, s'essuyant le coin de la bouche avec une serviette en lin. Il s'en remettra, marmonna-t-elle en essayant de ne pas rire. Je les ai regardés tous les deux, toujours calmes, comme s'ils avaient planifié ce moment, comme si c'était la punchline d'une blague intérieure. Mon estomac se tordit, pas à cause du choc passé au cours des premières secondes. Ce qui s'est installé était plus froid, plus aigu. Un silence en moi, si fort qu'il bloquait tous les sons de la pièce. Je la regarde se pencher en arrière sur sa chaise, satisfaite du drame qu'elle a provoqué, s'attendant probablement à une sorte de réaction, de rage, de supplication, d'incrédulité, quelque chose qui lui montrerait qu'elle avait gagné. Mais je ne lui ai pas donné ça. Au lieu de cela, j'ai souri, pas le genre qu'on donne quand on est heureux. Non, ce sourire était plus froid que la glace qui teintait dans son verre de vin. Et c'est drôle, dis-je doucement, fouillant dans la poche intérieure de mon manteau, mes doigts enroulés autour d'un document que j'avais plié des heures auparavant. Pas parce que je m'y attendais, mais parce que j'avais arrêté de lui faire confiance des mois auparavant, peut-être même un an. Ses yeux se tournèrent vers ma main alors que je sortais l'enveloppe. Lentement, calmement, je ne me suis même pas précipité sur le moment. Je l'ai posé doucement sur la table juste à côté de son verre d'eau et je l'ai fait glisser sur le bois avec 2 doigts. Jordan se pencha pour jeter un coup d'œil, toujours souriant, toujours ivre, jusqu'à ce qu'elle voie ce qu'il y avait à l'intérieur, acte, contrat de vente, autorisation, signature ou le nom de Calista, mon nom, notifié, daté, définitif. Elle avait l'air confuse. « Et qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, la voix plate. Maintenant, je m'appuyais en arrière sur ma chaise, sans même prendre la peine de toucher le steak. « J'ai vendu quelque chose aussi, dis-je simplement. » Calista tendit la main d'une main tremblante. Elle sortit le document de l'enveloppe et commença à le scanner. Le sang s'écoula de son visage. « Vous avez vendu le compte » murmura-t-elle. Sa voix se brisa au dernier mot. « Non » la corrigeai-je, toujours en souriant. « J'ai vendu notre compte d'investissement commun, celui que j'ai construit pendant 10 ans, celui auquel vous aviez accès mais auquel vous n'avez jamais cotisé. Vous connaissez le compte sur lequel vous avez emprunté lorsque vous vouliez cette retraite de bien-être à Miami au printemps dernier. » Jordan ne riait plus. Elle avait l'air de vouloir disparaître dans la cabine en cuir. « Vous ne pouvez pas faire cela, » dit Calista, mais il n'y avait pas beaucoup de force derrière cela. « Je l'ai déjà fait. » J'ai répondu d'un ton plat. Maintenant, il y a 3 jours, chaque dollar déplacé, encaissé, redirigé, c'est fait. Son visage est devenu rouge, puis pâle, puis à nouveau rouge. C'est du vol, siffla-t-elle. Non, dis-je, les yeux rivés sur les siens. C'est un partenariat, vous savez, le genre où une personne fait tout le travail et l'autre fait semblant de s'en soucier. Elle ouvrit la bouche pour parler, puis la referma.
Le silence qui suivit fut si épais qu'il engloutit toute la pièce. Même le serveur qui s'était approché de notre table avec une carte de dessert nous a jeté un coup d'œil et s'est retourné vers la cuisine. Pendant un long moment, personne n'a rien dit. Je me suis légèrement penché en avant, posant mes coudes sur la table, et j'ai étudié la femme avec qui je pensais autrefois vieillir. Elle ne ressemblait en rien à la fille que j'avais rencontrée il y a 10 ans. Ou peut-être qu'elle le ressemblait, et j'étais tout simplement trop aveugle pour voir qui elle était vraiment. Ses lèvres s'entr'ouvrirent à nouveau, probablement pour essayer de récupérer une sorte de pouvoir, mais je lui coupai la parole. « Tu as vendu ma cabane, dis-je de ma voix douce mais contrôlée, à mon insu, sans ma permission, et maintenant tu penses que tu as toujours le contrôle. » Je secouai la tête. « Vous avez agi, Calista. C'était ton erreur, parce que maintenant je peux faire la mienne. » Jordan a enfin trouvé sa voix. « Écoute, ça n'a pas besoin d'être moche. » J'ai levé la main pour l'arrêter. « Vous avez ri. » J'ai dit, mes yeux ne quittant jamais Calista quand elle m'a dit ce qu'elle avait fait. « Tu pensais que c'était drôle. » Jordan détourna le regard. Je me suis levé, ma chaise a gratté le sol en pierre. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai rien lancé. Je n'ai même pas repris les documents. Je les ai laissés là, sur la table, comme une carte de visite, un avertissement, une ligne tracée dans le granit. Calista me regardait, tenant toujours les papiers, ses mains tremblant légèrement. « Maintenant, nous pouvons en parler. » dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « Non, » j'ai répondu. Nous avons fini de parler. Puis je me suis retourné et suis sorti du restaurant. L'air froid du Tremble m'a frappé comme une gifle, mais c'était le genre de gifle qui vous réveille. J'ai senti mon souffle se figer à l'impact, je l'ai vu se nuager devant moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas attendu qu'elle me suive parce que je savais déjà qu'elle ne le ferait pas. Et ce fut le dernier moment que j'ai passé avec elle dans un endroit que nous appelions autrefois romantique. Ce n'était pas une célébration, c'était un enterrement pour tout ce que nous avions construit, ou pensions avoir fait, et l'enterrement a commencé par un seul toast, un toast qui a tout brûlé. La descente depuis Aspen a été longue et calme. Je n'ai pas allumé la radio, je n'ai appelé personne, je n'ai même pas pensé à où j'allais. Pas au début. Mes mains sont restées sur le volant. J'étais enfermé sur la route sinueuse qui traversait les montagnes comme une cicatrice. Des flocons de neige ont commencé à tomber autour de moi, légers d'abord, puis épais et rapides, mais je ne me suis pas arrêté. J'avais besoin de m'éloigner du lodge, de Calista, de tout ce que je pensais comprendre de ma vie. C'était étrange à quel point je me sentais engourdi, comme si mon corps fonctionnait en pilote automatique, alors que mon esprit était tranquillement assis sur le siège passager. Je n'étais plus en colère, je n'étais même pas blessé, pas encore. Ces émotions attendaient quelque part, mordant leur temps. Tout de suite. J'étais juste creux. Je suis arrivé à Denver vers minuit et je me suis arrêté devant chez Rory. Il vivait dans un vieil immeuble en briques du quartier Five Points, une unité de coin au dernier étage, le genre d'espace qui sentait l'espresso et l'ambition. Je lui ai envoyé un texto avant de frapper et la porte s'est ouverte presque immédiatement. Rory n'a rien dit au début. Il me regardait simplement, ses yeux sombres, perçants, calculateurs, lisant toujours entre les lignes. Il était mon ami le plus proche depuis l'université, quelqu'un qui comprenait les choses sans avoir besoin de les expliquer. Il a vu mon apparence, le silence sur mon visage. Il s'est écarté et m'a laissé entrer. Chambre de rechange faite, il a dit alors que je passais devant lui, Wheezy est sur le comptoir. Je ne suis pas allé dans la chambre, je suis allé directement à la cuisine, je me suis servi un verre et je me suis appuyé contre l'îlot alors que la chaleur de l'alcool traversait ma poitrine. Elle a vendu la cabane, dis-je. Après un long silence. Rory haussa un sourcil, attends quoi? Je l'ai vendue. Juste comme ça, a dit son petit ami qui avait besoin d'argent. Il cligna des yeux. Là attends, quel petit ami? Je l'ai regardé exactement. Les mots venaient lentement, comme du poison s'échappant d'une blessure. Je lui ai tout raconté, le dîner, l'annonce, le rire de Jordan, l'expression de Calista lorsque j'ai fait glisser les documents sur la table. Quand j'ai eu fini, Rory n'a pas parlé tout de suite. Il se dirigea vers la fenêtre, regarda la ville sombre au-delà et croisa les bras. Cette cabane était à votre nom, finit-il par dire. Je sais qu'elle n'aurait pas pu le vendre légalement. Elle a contrefait ma signature. Rory se retourna pour me faire face.
Il n'y avait aucun choc sur son visage, juste quelque chose de plus froid, concentré. Elle planifie ça depuis un moment. Il a dit, vous ne tirez pas quelque chose comme ça. Pendant la nuit, elle a travaillé là-dessus dans ton dos, j'ai hoché la tête. Rory se dirigea vers son bureau, prit son ordinateur portable et l'ouvrit. Nous ne faisons que commencer, marmonna-t-il en tapant déjà, dites-moi tout ce que vous partagez encore, compte, propriété, tout ce qui porte vos deux noms dessus. Cela m'a donc frappé, non pas émotionnellement, mais stratégiquement. J'ai vécu à côté de quelqu'un que je pensais connaître, alors qu'elle avait discrètement élaboré un plan pour m'éviscérer de l'intérieur. Les signes étaient là, l'intérêt soudain pour nos finances, les voyages aléatoires, la froideur de sa voix lorsqu'elle disait que nous étions dans une mauvaise passe. Une période difficile, disait-elle. Pendant ce temps, elle finançait un homme que je n'avais jamais rencontré avec l'argent des terres de ma famille. Je me suis assis en face de Rory et j'ai commencé à tout énumérer, le compte d'investissement commun, le condo Breckenridge, 2 véhicules, un coffre-fort, une adhésion au vin, les œuvres d'art que nous avons collectionnées au fil des ans, pièce par pièce. Nous avons tout présenté et, un par un, Rory a commencé à extraire les documents. Elle a signé pour le compte d'investissement en tant que copropriétaire. Il a demandé, ouais, il y a 5 ans, il a tapé quelques touches. Vous avez construit ce portefeuille. Elle n'a jamais ajouté de parfum. Je sais qu'il m'a regardé. Nous pouvons utiliser cela. Nous avons travaillé jusqu'à près de 15 heures. Je suis Rory en train d'extraire des données, je me souviens de détails que j'ai essayé d'oublier. Je lui ai montré d'anciens emails, des informations de connexion, les contrats de location dont j'avais encore des copies dans mes archives de courriers électroniques. Le vin brûlait dans mes veines mais mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. À un moment donné, j'ai arrêté de voir le visage de Calista comme celui de ma femme. J'ai commencé à la voir comme une menace ni émotionnelle, ni dramatique, juste dangereuse, comme un adversaire d'échecs qui l'avait fait bouger trop tôt et pensait que je ne saurais pas comment réagir. Le lendemain matin, Rory m'a préparé un café fort et m'a remis un plan, des puces littérales sur papier, des étapes, des actions, une stratégie discrète qui me permettrait de reprendre le contrôle de tout ce qu'elle pensait avoir gagné. Vous avez dit que vous aviez vendu le compte de placement, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, il y a 3 jours. Bien alors. Elle vient probablement de se rendre compte maintenant que son filet de sécurité a disparu, que l'argent a été déplacé, que tout est parti. Il sourit faiblement. Parfait, nous utilisons cette panique. Vous allez disparaître de son monde. Aucun contact, aucune réponse, aucune réaction. Elle va sombrer dans une spirale et nous allons la voir tomber dans le piège qu'elle vous a tendu. Il fit glisser un nouveau document sur la table. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai demandé, un affidavit de propriété et de contribution à l'investissement. Nous construirons votre défense à partir de 0. Si cela va au tribunal, nous allons nous assurer que le dossier montre que vous avez tout construit. Elle vient de signer les formulaires. Je me suis adossé à ma chaise. Le poids dans ma poitrine avait changé. Toujours lourd, mais différent, désormais contrôlé et concentré. Je ne voulais pas de vengeance, pas du genre de vengeance qui s'accompagne d'allumettes hurlantes ou de verres brisés. Je voulais la vérité, une exposition au monde et peut-être même à elle-même, pour voir exactement qui elle était devenue. Et je n'allais pas lui dire un mot avant d'être prêt. Plus tard dans la journée, j'ai emballé un petit sac. Et j'ai emménagé dans la chambre d'amis. Je n'ai pas pris grand-chose, juste des vêtements, mon ordinateur portable et un carnet. Tout le reste pourrait attendre. J'avais besoin de disparaître pendant un moment. Laissez-la croire que j'avais disparu. Laissez-la se poser des questions. Je n'ai pas répondu à ses SMS. Je n'ai pas répondu à ses appels. Lorsqu'elle m'a envoyé un email me demandant où j'étais, je l'ai supprimé sans lire la première ligne. Elle ne s'est pas excusée. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle a dit, nous devons parler. Elle a dit, pourquoi agissez-vous comme ça? Elle a dit, vous dramatisez. Et à chaque message, à chaque tentative de transformer sa trahison en quelque chose que j'étais censé accepter, je sentais l'acier froid de ma détermination se durcir. Elle avait vendu quelque chose qui ne lui appartenait pas et maintenant j'allais reprendre ce qui lui appartenait, non pas avec du bruit, pas avec des menaces, mais avec silence et précision, parce que parfois l'adieu le plus puissant est celui qu'on ne dit pas du tout. Tout a commencé avec une boîte à chaussures, une de ces boîtes poussiéreuses
poussé au fond d'un placard rempli de paperasse dont vous ne vous attendez plus jamais à avoir de l'importance. À l'intérieur se trouvaient des copies d'actes, des reçus de transfert de titres et une photo en noir et blanc délavée de moi et de mon grand-père debout devant la cabane du Montana, souriant fièrement vivant. Cette cabane n'était pas seulement une propriété, c'était un souvenir. Mon grand-père l'a construit à la main, chaque clou, chaque poutre. Il m'a appris à manier un marteau sur ce porche. Il m'a appris à réparer un toit, à couper du bois et à écouter le silence sans avoir besoin de le combler. Et maintenant, c'était parti. J'étais assis par terre dans la chambre d'amis de Rory, les documents étalés autour de moi comme une scène de crime. Sauf que je n'étais pas la victime, j'étais l'enquêteur. La cabane appartenait à ma famille depuis 3 générations après le décès de mon grand-père. Cela m'a été légué directement. Je n'ai jamais rien co-signé avec Calista, je ne lui ai jamais donné accès, et pourtant elle l'a vendu, a vendu mon héritage. La signature sur le transfert de titre ressemblait à la mienne à première vue, même air en boucle, même maigre dans les lettres, mais plus je la regardais, plus les détails s'effondraient. Rory l'a confirmé. C'est un faux, dit-il en tenant le papier sous une lampe de bureau. Un bon, mais pas assez bon. Nous avons envoyé des copies à un analyste manuscrit le lendemain matin. Le rapport est revenu dans 2 jours. Contrefaçon très probable. Cela nous a donné de l'influence, mais ce qui a suivi a transformé l'influence en puissance de feu. Rory avait un contact, quelqu'un qui travaillait dans la criminalistique financière. Avec quelques coups de pouce dans les bons mots-clés, nous avons commencé à suivre les empreintes numériques de Calista, virements bancaires, reçus de voyage, itinéraire VPN. Il a fallu moins d'une semaine pour localiser un modèle. 42 000 $. C'est ce qu'elle a gagné en vendant la cabane. Un acheteur au comptant, sans trace d'hypothèque. Les fonds ont été transférés sur l'un de nos comptes d'épargne commun, mais ils n'y sont pas restés longtemps. Dans les 48 heures, ils ont été transférés sur un compte en Floride sous le nom de Thérèse Bennett. Au début, je n'ai pas reconnu le nom, mais lorsque je l'ai recherché avec l'adresse email de Calista, l'image s'est rapidement remplie. Thérèse était un entraîneur personnel basé à Miami. Il dirigeait une salle de sport boutique qui n'avait pas généré de bénéfices depuis des années. Ses réseaux sociaux étaient inondés de citations de motivation, de selfies torse nu et de diffusions en direct maladroites, où il suppliait ses abonnés de s'inscrire à des séances de formation. Et au milieu de tout ce désespoir étincelant, je l'ai trouvé, Calista. Dans un clip vidéo de 6 semaines plus tôt, elle se tenait derrière lui, riant, applaudissant, l'exaltant comme s'ils formaient une équipe. Elle avait une casquette de baseball et des lunettes de soleil basses, mais je la connaissais. Je connaissais ce rire, cette voix. Elle ne se cachait pas, elle ne pensait tout simplement pas que je regarderais là-bas. C'était la raison pour laquelle elle avait vendu la cabane, dont le petit ami Jordan plaisantait à table. Il était réel et il était fauché. Rory regarda l'écran par-dessus mon épaule, « Vous financez la chimère de ce type » marmonna-t-il. « Non » dis-je à voix basse, fixement au plus maintenant. J'ai continué à creuser. La nuit, pendant que Rory travaillait sur des feuilles de calcul pour ses clients, je m'asseyais à la table à manger pour reconstituer les chronologies, ses voyages, la vente de la cabane, les investissements qu'elle avait faits dans cette salle de sport. J'ai suivi la trace écrite comme un chasseur dans les bois, chaque indice plus absurde que le précédent. Elle avait envoyé de l'argent sous différentes notes de transaction, services de bien-être, frais de consultation, paiement du fournisseur, le tout soigneusement rédigé pour ressembler à des dépenses professionnelles légitimes. Elle ne faisait pas que tricher, elle blanchissait. Avec l'aide de Rory, j'ai constitué un dossier, des dates, des captures d'écran, des confirmations de transfert, et même quelques photos floues de l'Instagram de Thérèse la montrant lors d'événements dont elle m'avait dit qu'ils étaient réservés aux filles, des retraites de yoga. Chaque détail, elle a menti sur chaque dollar. Elle a siphonné chaque fil d'Ariane qui ramenait à l'homme qu'elle pensait que je ne trouverais jamais. Un soir, alors que j'étais à nouveau assis à examiner les documents, Rory a glissé une enveloppe en papier cartonné sur la table. Vérification des antécédents. Il a dit, sur Thérèse, « Tu vas vouloir t'asseoir ?» Je l'ai ouvert. Thérèse a déjà été arrêtée 2 fois, une pour fraude, une pour vol d'identité. Les 2 étaient scellés, mais nous connaissions suffisamment de personnes pour en avoir un résumé. Il avait escroqué une femme de son héritage en 2015, lui avait promis une entreprise commerciale et avait disparu avec l'argent. Cette femme avait tenté de porter plainte, mais au moment où la police l'avait rattrapée, l'argent avait disparu et Thérèse avait disparu.
Les accusations ont été abandonnées faute de preuves suffisantes. Calista savait qu'elle devait savoir qu'elle n'était pas stupide. Elle était calculatrice, stratégique. La femme que j'ai épousée était douée pour les détails, douée pour les gens et meilleure que jamais pour les mensonges. Lui a donné le crédit du pire. Elle pensait probablement qu'elle le protégeait, ou peut-être qu'elle pensait pouvoir le contrôler. Peut-être qu'elle m'utilisait pour le contrôler. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Ce n'était pas une liaison. C'était un partenariat. Je n'avais pas affaire à un conjoint infidèle. J'avais affaire à une équipe d'escrocs, un duo. Elle était la stratège et lui le muscle, le sourire, l'histoire sanglante. Elle l'avait aidé auparavant, elle l'avait aidé maintenant. Et si je ne faisais rien, il s'en sortirait à nouveau innocent. Je me suis assis sur ma chaise et j'ai regardé le mur. Mes mains tremblaient. Pour la première fois depuis Aspen, je pensais à la nuit. Elle a dit qu'elle travaillait tard. Le week-end, elle prétendait avoir besoin d'espace. Tous ces matins, je lui avais préparé du café, je l'avais embrassée sur le front, je lui avais dit d'être prudente pendant qu'elle me volait en plein jour. Rory rompit finalement le silence. « Ça va ? » ?»« Non, dis-je, mais je sais ce que je dois faire maintenant. » J'ai rassemblé les documents et j'ai commencé à faire des copies numériques. J'ai tout étiqueté, créé des dossiers, des références croisées, des horodatages. Je me fichais du temps que cela prenait. J'allais démanteler toute illusion qu'elle avait construite autour d'elle. J'ai commencé à rédiger une plainte officielle pour la chambre immobilière. Le transfert du titre de forge était la première étape. Cela permettrait de gagner du temps. J'ai également commencé à rédiger un rapport d'usurpation d'identité parce que j'avais le sentiment que nous n'avions pas fini de découvrir jusqu'où elle était allée. Rory a suggéré que nous gardions un profil bas. Aucune accusation directe, pas encore. Nous devions nous assurer que nous étions légalement devant eux avant de passer à l'offensive. Alors j'ai hoché la tête. J'ai accepté, mais en moi, quelque chose changeait. Il y a un moment où un homme arrête d'essayer de sauver quelque chose et commence à se préparer à le détruire. J'allais atteindre ce point et il n'y avait pas de retour possible, parce qu'une fois que quelqu'un vole votre passé, l'héritage de votre famille, votre confiance, votre nom, vous arrêtez d'essayer de le raisonner, vous commencez à vous assurer qu'il ne pourra plus jamais le faire, et c'est là que la vraie guerre commence. La première chose que j'ai faite a été de geler les comptes conjoints, jusqu'au dernier. Je ne l'ai pas annoncé, je n'ai pas envoyé d'avertissement. Je me suis connecté tôt ce matin-là, le café encore chaud dans ma main, et j'ai tout verrouillé. En quelques clics, je lui ai retiré l'accès à tout ce que nous avions construit ensemble. Elle ne l'a probablement même pas remarqué tout de suite. C'était la beauté du silence. Laissez-la continuer à tourner en pilote automatique, laissez-la glisser et glisser jusqu'à ce que la carte cesse de fonctionner au milieu d'une boutique haut de gamme. Je voulais qu'elle ressente la lente brûlure de la confusion, l'impuissance que j'avais, des années d'investissement prudent, lentement transformées en quelque chose de solide. Elle ne leur avait jamais prêté attention, elle ne m'avait jamais demandé ce que je faisais. Quand je veillais tard pour analyser les tendances du marché, elle venait de signer. Quand je lui ai dit de le faire, elle a pensé que cela lui donnait la propriété. Mais il y a 6 mois, elle m'a accordé une procuration en cas d'urgence. Elle n'a jamais pris la peine de le révoquer. Peut-être qu'elle a oublié, peut-être qu'elle pensait que je ne l'utiliserais jamais. Elle avait tort. J'ai tout vendu, j'ai encaissé juste avant un ralentissement. Le timing était presque poétique. J'ai transféré les fonds à une fiducie privée sous un nouveau nom d'entité. Elle ne pouvait pas le retrouver, pas directement. Ce n'était pas caché, c'était juste hors de portée, comme tout le reste. J'étais sur le point de reprendre le condo à Greenwich et venu ensuite notre deuxième maison, du moins c'est ainsi que nous l'appelions. En vérité, c'était la sienne dans la fonction, la mienne dans la finance. Elle l'avait décoré comme un showroom, des meubles blancs, des peintures abstraites, des tapis coûteux sur lesquels personne n'avait le droit de marcher. C'était le seul endroit où je me sentais comme un invité dans ma propre vie. J'ai trouvé les documents enfouis dans un dossier sur mon disque externe. Un rapide coup d'œil à la page notoire m'a rappelé que sa signature m'avait accordé un contrôle total en cas d'urgence financière. Je n'ai pas hésité. J'ai répertorié le bien tranquillement, discrètement. Un acheteur privé a fait une offre dans les 3 jours. Elle n'a même pas reçu d'avis jusqu'à ce que la transaction soit finalisée. À ce moment-là, les bénéfices étaient déjà partagés et sa part était bloquée dans un examen juridique.
Elle a envoyé son premier message ce soir-là, Calista, et « Je viens de voir quelque chose de bizarre. Pourquoi les utilitaires Brinage sont-ils au nom de quelqu'un d'autre? Pas de salutation, non, comment vas-tu? Pas de remords? » Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, un autre message est arrivé, Calista, avez-vous transféré de l'argent du compte de courtage? Ma carte a été refusée chez Whole Foods. Toujours aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Puis un troisième, plus en colère, Calista, tu essaies de me punir? Grandis, Liam. Celui-là m'a fait rire aux éclats. Elle m'a traité d'immature. Après avoir contrefait ma signature, après avoir vendu la cabane de mon grand-père, après avoir investi de l'argent dans une salle de sport appartenant à un fraudeur avec des biceps en guise de cerveau, elle a pensé que c'était moi qui étais mesquin. Non, je n'étais pas mesquin, j'étais précis. Elle a appelé le lendemain matin. J'ai regardé l'écran s'allumer avec son nom, je n'ai pas répondu. Laissez-le aller à la messagerie vocale. Sa voix était ferme, trop ferme, comme si quelqu'un répétait un scénario. Liam, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que nous devrions parler. Peut-être que nous avons tous les deux fait des erreurs. Ne jetons pas tout à cause d'un malentendu. J'ai supprimé le message sans le terminer. La vérité était que j'avais passé la majeure partie de notre mariage à lui accorder le bénéfice du doute, à expliquer les signaux d'alarme, à me dire qu'elle était simplement stressée, fatiguée et distante. Mais maintenant que je la voyais clairement, l'illusion était brisée et elle ne pouvait plus être reconstituée. Le silence de mon côté semblait la secouer. Elle a commencé à envoyer des courriels plus longs, faisant d'abord semblant de s'en soucier, puis accusant, puis négociant. Un jour, j'en ai ouvert un particulièrement dramatique. Sujet, vous êtes un corps cruel. Tu ne peux pas me fantôme. Vous ne pouvez pas tout arrêter comme ça. Je suis toujours ta femme. Vous me devez la courtoisie d'une conversation. Mais c'est le problème. Il n'y avait plus rien à dire. Elle m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir lorsqu'elle avait vendu la cabane et en avait ri avec sa cousine. Ce n'était pas une erreur, c'était une déclaration. Et maintenant, je répondais de la même manière. Rory a gardé un œil sur les retombées. Il a suivi les transactions rejetées, les comptes signalés, la traînée croissante de confusion numérique qu'elle laissait derrière elle alors qu'elle essayait de comprendre comment le monde s'effondrait autour d'elle. Sa confiance financière s'effondrait. Elle ne pouvait plus jouer le rôle de l'épouse calme et contrôlante, pas quand ses cartes ne fonctionnaient pas et que son plan de secours à Miami ne répondait pas à ses appels. C'était lent, intentionnel, comme tirer un fil et regarder tout le tissu s'effondrer. Entre-temps j'ai emménagé dans un petit loft, en centre-ville, minimaliste, épuré, aucun souvenir dans les murs. J'ai acheté un canapé d'occasion, une table en acier et un matelas qui ne craquaient pas sous le poids des mensonges de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas chez moi, mais c'était la paix. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas réveillé en redoutant le bruit des pas de quelqu'un d'autre. J'ai changé mon numéro, j'ai trouvé une nouvelle banque, j'ai déposé une demande de surveillance de mon crédit pour usurpation d'identité. Je me suis rendu invisible pour elle, non pas par peur mais par pouvoir. Laissez-la s'émerveiller, laissez-la mijoter, laissez-la s'asseoir dans les ruines de son propre projet et essayer de comprendre comment tout s'est effondré si rapidement. C'était l'ironie. Elle pensait pouvoir me prendre sans conséquence. Elle pensait que j'allais crier, supplier, pleurer. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Je n'ai même pas maudit son nom, j'ai juste disparu, j'ai repris ce qui m'appartenait et je ne lui ai laissé que de la confusion, parce que parfois la pire punition n'est pas la rage, c'est l'indifférence. Et pendant qu'elle essayait de reconstituer où j'étais allé, à qui j'avais parlé, ce que je savais, j'avais déjà 10 longueurs d'avance. À chaque mouvement silencieux que je faisais, je récupérais une autre partie de moi-même dont je n'avais même pas réalisé. J'avais perdu l'argent, c'était une chose, mais le silence, c'était la véritable arme. Le coup est venu. Juste après-midi, un jeudi, j'étais dans la cuisine du loft en train de gratter des œufs brûlés dans une poêle, encore en train de m'habituer à cuisiner uniquement pour moi. Pendant une seconde, j'ai pensé que ça pourrait être une livraison, ou peut-être que Rory passait. Mais quelque chose dans le coup était différent, 3 tours fermes. Pas d'hésitation, pas de précipitation, juste délibéré. Je m'essuyai les mains, me dirigeai vers la porte et l'ouvris lentement. Elle se tenait là, les épaules carrées, la mâchoire serrée, les yeux perçants, pas Calista, quelqu'un d'autre, une femme que je n'avais jamais vue auparavant,
peut-être dans la trentaine, les cheveux noirs attachés en arrière. Une veste unie zippée jusqu'au cou et une enveloppe en papier craft serrée dans sa main gauche comme si c'était une arme. « Tu ne me connais pas ?» dit-elle avant que je puisse lui demander. « Mais j'étais marié à Thérèse. » Cela m'a arrêté net. Mes doigts se resserrèrent autour de la poignée de la porte et une douzaine de questions me remplirent la tête, mais je ne dis rien. J'ouvris simplement la porte plus grand et m'écartai. Elle n'a même pas hésité, est entrée comme si sa place était là. Elle a regardé autour d'elle, a fait un léger signe de tête en direction de l'espace propre, puis s'est tournée vers moi et a levé son téléphone. L'écran s'éclairait de photos, de captures d'écran, de documents, de relevés bancaires. Puis elle ouvrit l'enveloppe et déposa d'autres preuves sur le comptoir, comme des cartes à jouer. « Votre femme vous fait ce qu'elle et Thérèse m'ont fait », dit-elle mot pour mot, mouvement pour mouvement. Son nom était Harper et pendant l'heure suivante, elle a tout expliqué. Elle avait rencontré Thérèse il y a 6 ans alors qu'il essayait d'ouvrir un bar à smoothie à Miami. Il l'a charmé avec de grandes promesses et de gros muscles. Il lui a dit que tout ce dont il avait besoin était un peu de soutien financier pour démarrer. Elle était infirmière à l'époque, travaillait de longues journées, n'avait pas grand-chose, mais elle croyait en lui. Lui donner tout ce qu'elle pouvait, vider ses économies, contracter un petit emprunt. Il l'a vidé à sec. Puis il a fait venir Calista, d'abord comme ami, puis comme chef d'entreprise. Harper n'y avait rien pensé jusqu'au jour où Thérèse a changé les serrures de l'appartement et Harper a découvert qu'elle n'était pas seulement abandonnée, mais qu'elle était effacée. « Je n'ai rien pu prouver », dit-elle d'une voix plate. Ils ont fait croire que j'étais instable, émotif. Il a dit aux gens que j'étais obsédé par lui. Elle a tout sauvegardé. Ils m'ont fait sentir que j'étais le problème. Je m'appuyais contre le comptoir pour la regarder. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas là par pitié. Il y avait de l'acier dans sa voix, une force bâtie sur des cicatrices. J'ai vu Calista dans une de ses nouvelles vidéos le mois dernier. Elle a continué. J'ai reconnu la voix, la démarche, et puis j'ai commencé à voir des transferts d'argent. Encore une fois, des noms que je n'ai pas reconnus, mais le vôtre est apparu dans l'un des documents déposés. Documents juridiques liés à un compte professionnel à Tampa. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à creuser. Elle en sortit une copie. Il montrait le nom d'une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, Tidris Wellness LLC, enregistré sous mon nom, lié à mon numéro de sécurité sociale, mon adresse. J'ai regardé le journal. Elle m'a utilisé pour ouvrir ça. Harper hocha la tête. C'est une façade. Ils blanchissent de l'argent grâce à cela, principalement des ventes, des suppléments et des abonnements liés à la salle de sport, mais c'est faux. J'ai fait les calculs. L'inventaire ne correspond pas au dépôt et il est à votre nom, ce qui signifie que si l'IRS s'implique un jour, c'est vous qu'ils s'en prennent. Ma bouche est devenue sèche. Elle ne faisait pas que mentir, elle ne faisait pas que tricher. Elle me piégeait. Harper croisa les bras et ses yeux se rivèrent sur les miens. Je ne suis pas là pour me venger. Je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit. Je voulais juste que tu le saches avant qu'il ne soit trop tard. J'ai avalé difficilement, j'ai hoché la tête lentement, puis j'ai fait signe vers la petite table près de la fenêtre où elle était assise. Je nous ai versé de l'eau à tous les deux. Mes mains tremblaient encore. « Comment as-tu survécu ?» ai-je demandé. Elle a laissé échapper un rire amer. À peine emménagé avec ma sœur, j'ai fait faillite et il m'a fallu des années pour reconstruire mon crédit. La seule chose qui me gardait sain d'esprit était de savoir que quelqu'un d'autre finirait par les voir tels qu'ils étaient. Ce quelqu'un était apparemment moi. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Elle a tout remis, clé USB, documents, une chronologie. Qu'elle avait tracée. J'ai promis de rester en contact et quand elle est partie, je suis resté un moment devant la porte à écouter le silence. Ensuite, je me suis mis au travail. J'ai envoyé tout ce que Harper m'a donné à Rory. 30 minutes plus tard, il a appelé. C'est pire que ce que nous pensions. Il a dit qu'elle avait utilisé votre nom pour demander une subvention aux petites entreprises. Il y a de l'argent du gouvernement lié à cela. Si cette adresse d'entrepôt est signalée, vous êtes confronté à des frais fédéraux. Je n'ai pas parlé. Il a poursuivi, vous devez déposer une plainte pour usurpation d'identité maintenant, pas demain. Maintenant, avant que cette chose vous explose au visage. J'ai pris une inspiration, profond, centré. Puis j'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir.
je le ferai et tu auras besoin d'un avocat. Il a ajouté. Pas un habitué, un avocat de la défense, quelqu'un qui sait comment naviguer dans les enquêtes fédérales. J'en trouverai un. J'ai dit non, il a répondu que j'en trouverai un pour toi. J'ai raccroché et je me suis tenu au centre de mon loft, tout autour de moi se sentant soudain plus petit, plus serré. Ma vie devenait un nœud coulant, resserré par les mains de quelqu'un que j'aimais autrefois. Elle avait pris ma confiance, mon argent, ma cabine, et maintenant elle essayait de prendre mon nom. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Ce n'était plus une question de chagrin. Il s'agissait de survie. J'ai conduit jusqu'à un commissariat local et j'ai déposé moi-même le rapport d'usurpation d'identité, j'ai pris des copies de tout, je me suis assis avec un policier pendant plus d'1 heure à parcourir les formulaires. J'ai également remis une copie du dossier de Harper. Ensuite, j'ai contacté un avocat fédéral, une femme nommée Clarissa Val. Elle était vive, parlait vite et n'a rien dit. Si Harper ne s'était pas manifesté, vous auriez pu vous retrouver face à de véritables accusations. Lucky ne m'intéresse pas. Je lui ai dit que je voulais que ça soit bien fait. Clarissa a immédiatement commencé à remplir les documents. Elle a lancé les alertes de fraude, contacté l'IRS et rédigé une mise en demeure de contestation pour tout document lié à Tidris Wellness. Son ton n'a jamais changé, chirurgical professionnel. Elle ne se souciait pas du drame, elle ne se souciait que des faits. Et les faits étaient accablants. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre email de Calista. Sujet, nous devons parler avant que la situation n'empire. Cor, je sais que tu es contrarié, mais geler les comptes de vente du condo, ça devient puéril. Je pense que nous faisons tous les deux des erreurs. Rencontrons-nous. Je n'ai pas répondu. Elle ne le savait pas encore. Elle ne savait pas que Harper était venu, que la fraude avait été exposée, que l'entreprise qu'elle a construite avec Thérèse était maintenant en cours d'examen par une équipe fédérale de défense, et je n'allais pas lui dire. Laissez-la continuer à écrire son histoire, parce que j'écrivais déjà la fin et cette fois, elle ne serait pas celle qui est le stylo. Il était 6h47 lorsque la première lumière s'est glissée à travers les stores de mon loft, tracé de longues lignes à travers le sol comme des barres de prison. Je n'avais pas dormi plus de 2 heures, mais je ne me sentais pas fatigué. Mon esprit était trop vif, trop plein, trop éveillé. La visite de Harper a tout changé. Plus de défense de la défense, il était temps de se déplacer rapidement, intelligent, silencieux. J'ai appelé Rory avant que le soleil ne se levait complètement. Il a répondu sur la première bague, il est temps, ai-je dit. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire, il savait déjà. À 9h, j'étais assis en face de Léo Kramer dans un stand de coin calme dans un café à l'écart près du bord de la ville. Il était ex-militaire, aiguisé, tout muscle et calcul, portait une veste noire nature et une montre en argent qui cochait plus fort que la machine à expresso derrière le comptoir. Rory avait appelé en faveur. Léo était le meilleur homme pour gérer ce qui est venu ensuite. Léo a jeté un coup d'œil au dossier. J'ai glissé sur la table et haussé un sourcil. Votre femme a forgé des documents, a créé une entreprise d'obus sous votre nom et a acheminé de l'argent avec un homme qui a un dossier de fraude. J'ai hoché la tête. Il hocha la tête, très bien, puis démente notre monde. Pas de drame, pas de posture, juste à froid, exactement ce dont j'avais besoin. Léo a commencé avec la médecine légale numérique. En 48 heures, il a retrouvé les documents de formation de Tidris Wellness LLC. Ils ont été déposés par le biais d'un service commercial en ligne qui nécessitait une vérification minimale, juste un nom, un numéro de sécurité sociale et une adresse postale. Tout cela en mon nom, mais l'adresse IP avait utilisée pour créer les documents provenant d'un hôtel à Miami, 2 jours après la soi-disant retraite de Calista. Elle n'a même pas essayé de le cacher. C'est ce qui m'a le plus stupéfait, l'arrogance, la croyance que je ne regarderais jamais attentivement, ne creusais jamais, ne ripostant jamais. Peut-être qu'elle pensait que je serais trop blessé pour voir clairement. Peut-être qu'elle comptait sur moi pour s'effondrer, mais je ne suis pas tombé. J'ai calculé. Léo a continué à creuser. En 1 semaine, il a découvert 6 transferts distincts de notre compte conjoint à la TIDR, chacun étiqueté sous différentes justifications commerciales, marketing, budget, équipement, commandes, frais d'entrepreneur, et chacun a atterri carrément dans un compte courant appartenant à Thérèse. Pas un compte commercial, personnel. Léo a tracé la piste monétaire, portefeuille cryptographique, processeur de paiement tiers, fournisseur factice créé pour imiter les marques de bien-être légitimes.
C'était un système de blanchiment à grande échelle, bâclé à certains endroits, chirurgical dans d'autres. L'IRS avait déjà signalé l'une des transactions dans un audit interne, bien que rien ne soit encore tombé dans le pipeline. Si cela explose, a déclaré Léo lors d'un appel en fin de soirée, vous allez être pris dans l'explosion à moins que nous ne prenions de l'avance. J'avais déjà déposé le rapport de vol d'identité. Clarissa, mon avocat, avait soumis des avis préliminaires à l'IRS, aux autorités locales et même au bureau du secrétaire d'État du secrétaire de Floride. Elle construisait un pare-feu, un document à la fois. Mais nous avions besoin de plus. Nous avions besoin de preuves que Calista était derrière, pas seulement des soupçons. C'est alors que Léo a trouvé l'adresse. L'entrepôt inscrit sur l'enregistrement des entreprises était une petite unité industrielle à la périphérie de Tampa. J'ai pris l'avion le lendemain. L'endroit ressemblait à tous les autres bâtiments sur la bande, en béton, terne avec une porte en métal et un parking fissuré. Mais à l'intérieur, il y avait le silence, la poussière, quelques étagères vides, une pile de boîtes non ouvertes étiquetées de protéines de mélange de fitness et une table pliante avec un ordinateur portable qui n'avait pas été utilisé depuis des semaines. Léo était déjà là à mon arrivée. Il avait choisi la serrure plus tôt et m'avait promené dans l'espace comme un détective sur une scène de crime. C'est là que tout atterrit, a-t-il dit, pointant un panneau de liège avec des notes collantes fanées, de fausses factures, des vendeurs de coquillages, des inventaires qui n'ont jamais existé. Dans un tiroir sous la table, nous avons trouvé des reçus, des noms que j'ai reconnus, y compris le mien. Ils imprimaient les étiquettes avec mon nom sur eux, les suppléments d'expédition et l'équipement de fitness en tant que produits approuvés par le propriétaire. Tous faux, tous traçables. Elle voulait que je prenne la chute. J'ai dit à haute voix. Léo n'a pas répondu, il n'en avait pas besoin. J'ai pris des photos, rassemblé des copies, nous avons enregistré les preuves et tout remis à Clarissa. Elle a souri pour la première fois depuis que nous nous sommes rencontrés. C'est exactement ce dont j'avais besoin, a-t-elle dit. Maintenant, nous le rendons officiel. À la fin de la semaine, elle avait déposé des frais de vol d'identité officiels, demandé un audit médico-légal de l'entreprise et soumis des preuves au bureau des enquêtes financières de l'IRS et de la Floride. Le sentier en papier que nous avions rassemblé était serré, solide. Cela a crié l'intention, la fraude, le complot. Mon nom était sur tout, mais maintenant ses empreintes digitales aussi, et Calista a toujours continué à envoyer des SMS. Calista, j'ai entendu dire que tu étais en Floride. Que fais-tu, Calista? Nous pouvons résoudre ce problème, Liam. Je viens de prendre de mauvaises décisions. Calista, veuillez nous rencontrer. Je vais tout expliquer. J'ai regardé l'écran. Elle s'effondrait, mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transmis les messages à Clarissa. Elle va essayer de parler de son chemin. Je lui ai dit qu'elle aurait sa chance. Clarissa a répondu devant le tribunal. 2 jours plus tard, nous avons été confirmés que l'IRS avait lancé une enquête officielle sur le bien-être de Tidriz. Ils m'ont appelé pour une déclaration. Clarissa a tout géré. Au moment où nous avons terminé, j'ai été répertorié comme victime coopérante dans une affaire de fraude fédérale. Je ne me défendais plus. Je me préparais à porter plainte. Thérèse, sans connaissance de la proximité de la tempête, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux le lendemain matin. Il se tenait dans le gymnase, les bras en sueur et souriant, comme s'il était sur le point de livrer un sermon. Je l'ai regardé parler de loyauté et de vision tout en se tenant dans les ruines de ce qui allait bientôt être sa chute. Et en arrière-plan, je l'ai vu, Calista, sur le côté, à peine visible, portant des lunettes de soleil, à l'intérieur. Comme toujours, je ne ressentais pas de douleur quand je l'ai vu. Je ne ressentais pas de rage. Ce que je ressentais était silencieux, le genre de silence qui vient après une longue tempête, le genre qui vous dit que le ciel est sur le point de se dégager et ce qui reste debout après que le vent meurt, c'est ce qui compte vraiment. J'ai éteint la vidéo et ouvert mon ordinateur portable. Léo avait envoyé le dernier morceau du puzzle, une connexion à horaire, le compte IP du compte de la banque d'entreprise à son appartement et la transaction de la transaction pour consultation, centilitres ses initiales. C'était fini. Je le savais, Rory le savait, Léo le savait. Il ne lui restait plus que de le savoir. J'ai envoyé le forfait des preuves à Clarissa. Elle a rappelé dans l'heure. « C'est ça », a-t-elle dit. « Nous l'avons. » Et pour la première fois depuis des mois, je me suis expiré, pas en soulagement mais en préparation,
car la prochaine fois que j'ai vu Calista, ce ne serait pas à une table ou un dîner ou une séance de thérapie, ce serait en cours. Et cette fois, la configuration ne serait pas la sienne, ce serait la mienne. L'enveloppe était épaisse lorsqu'elle a atterri dans ma boîte aux lettres, de couleur crème, lourde, officielle, le type d'enveloppe qui n'apporte pas de carte d'anniversaire ou de note de remerciement. Clarissa m'avait averti que je pourrais en obtenir un, mais le voir avec mon nom estampillé et audacieux sur le devant qui m'a toujours fait frisson. Je l'ai apporté à l'intérieur, je l'ai mis sur la table et je l'ai simplement regardé un instant. Ce n'était pas une surprise, mais ça ressemblait toujours à un coup de poing. À l'intérieur se trouvait un procès civil déposé par Calista. Elle me poursuivait pour détournement de fonds conjugaux. Selon les documents, j'avais intentionnellement retiré et dissimulé les actifs à nos comptes communs, la laissant financièrement bloquée et traumatisée émotionnellement. Les mots ont sauté de la page comme la broche sur mon visage. Elle essayait de retourner le script pour faire de moi le méchant dans l'histoire qu'elle a écrite, avec ses mensonges et ses documents forgés. Je me suis assis, le papier toujours dans mes mains, essayant de comprendre la logique derrière. Elle m'avait volé, m'avait trahi et m'avait failli m'apporter par le gouvernement fédéral, et maintenant elle m'accuse de violence financière. Elle est acculée, dit-elle immédiatement. C'est le désespoir déguisé en infraction. Elle essaie de devancer exactement les charges. Si elle peut vous encadrer en tant qu'agresseur, elle pourrait négocier la clémence ou du moins caler l'enquête. Cela a installé quelque chose au plus profond de moi. Elle avait peur. Elle savait ce qui allait arriver dans ce procès. C'était sa façon d'essayer de jeter du sable dans mes yeux. Avant que le coup final n'atteigne, je veux contrer. J'ai dit que nous le ferons. Clarissa a répondu, mais nous nous préparons d'abord. Et c'est ce que nous avons fait. Au cours des prochaines semaines, j'ai travaillé avec Clarissa et Rory pour tout rassembler, chaque relevé bancaire, chaque email, chaque document de signe. Léo était implacable. Il a trouvé de vieux journaux de chat, des enregistrements VPN et des adresses IP signalées liées aux appareils de Calista. Il a cartographié son sentier numérique comme un artiste médico-légal esquissant le visage d'un suspect. Mais la pièce la plus accablante est venue de Harper. Elle avait tout gardé, des mémos vocaux de Thérèse, des captures d'écran de chats de groupe où Calista l'a entraîné sur quoi dire, même des copies d'un document Google où ils ont disposé un profil cible, des descriptions de partenaires financièrement stables qu'ils pouvaient exploiter. Mon nom était en haut de l'une des listes, Liam D. Il a lu, possède une cabine, plusieurs comptes d'investissement, passifs, prévisibles, trop gentil. Ce dernier mot, gentil, m'a presque fait rire, parce que ni c'était. Parti. Maintenant, Clarissa a tout compilé dans ce qu'elle a appelé les fichiers de trahison. C'était un lien, 3 en onglet épais par date, catégorie et pertinence, chaque document de forge, chaque transaction non autorisée, chaque chapelure numérique qui a ramené à elle et à Thérèse. Vous savez quelle est la meilleure partie? Clarissa a déclaré lors de notre dernière réunion de préparation qu'elle allait entrer dans cette salle d'audience en pensant qu'il s'agissait d'un mariage. J'ai haussé un sourcil et ce n'est pas le cas. Non, elle a dit qu'il s'agissait d'un complot. Le jour de l'audience, je suis arrivé dans un costume sombre, rien de flashy, juste propre et silencieux. Rory se tenait à côté de moi, calme et illisible. Clarissa était déjà à l'intérieur de la mise en place des expositions. La salle d'audience sentait le papier et la poussière, les rangées de bancs en bois, le banc d'un juge qui semblait avoir vu des décennies de mensonges. Calista est arrivée 10 minutes de retard. Elle est entrée comme elle était la victime dans un film, les cheveux tirés dans un chignon parfait, une blouse blanche nichée dans une jupe, trop formelle pour l'occasion. Elle me regarda, sourit faiblement, le genre de sourire qui est censé se désarmer, comme si nous étions encore quelque chose qui pouvait être réparé. Je ne l'ai pas retourné. Son avocat avait l'air plus jeune qu'elle, nerveux, a continué à vérifier ses notes, jetant un coup d'œil à mon chemin, comme s'il espérait glisser et confirmer quelque chose avec une contraction de mon visage. Le juge entra. Tout le monde se tenait, le BEF a appelé l'affaire, puis ça a commencé. Son avocat a commencé avec la réclamation attendue, l'abandon financier, les difficultés émotionnelles et la phrase classique de l'intention de cacher. J'ai écouté sans cligner des yeux. Laissez-le peindre son image, laissez-le essayer de lancer des ombres où la vérité se tenait debout. Ensuite, c'était notre tour. Clarissa se tenait lentement. Pas de théâtre, pas de voix surélevée, juste de la clarté. Elle a présenté la vente de cabines forgées, d'abord, a exposé l'acte, ma signature d'origine et le témoignage d'experts sur la contrefaçon.
Elle a ensuite parcouru le juge à travers les finances, la société écran, les retraits, les empreintes digitales numériques. Elle a présenté l'affidavit de Harper, puis Léo, puis le mien. Pour chaque accusation que Calista avait faite. Nous avons présenté un mur de preuves qui ne me défend pas seulement, cela l'a exposé. La salle d'audience est restée silencieuse. Même l'avocat de Calista semblait avoir reconsidéré ses choix de vie. Quand est venu le temps pour Calista de prendre position, elle a hésité. Ses mains tremblaient légèrement en ajustant le microphone. Elle a essayé de pleurer, a dit qu'elle était confuse, qu'elle faisait confiance aux mauvaises personnes, que Thérèse l'avait induite en erreur, qu'elle ne savait pas ce qu'elle signait. Mais Clarissa était prête. Elle a sorti les serrures de chat de groupe, les messages du projet, les fichiers audio et lorsqu'elle a montré la liste cible avec mon nom en haut, le silence dans la pièce a changé. Ce n'était plus de la sympathie, c'était la réalisation, le dégoût. Le juge se pencha en arrière, tremblant ses doigts. Il regarda Calista, puis son avocat. Je trouve les affirmations du demandeur non seulement sans fondement, a-t-il dit lentement mais intentionnellement trompeur. Cette affaire est rejetée par des préjugés. La bouche de Calista s'est ouverte, mais il n'a pas fini. De plus, compte tenu des preuves présentées aujourd'hui, je renvoie cette question au bureau du procureur de l'État et au ministère du Revenu pour une enquête plus approfondie. Balef, veuillez escorter mademoiselle Duval dans la zone de détention. Elle ne doit pas quitter les locaux avant interviewée par les agents traitants. C'est arrivé vite. 2 agents des vêtements simples sont entrés de l'arrière de la salle d'audience. L'un s'approcha doucement de Calista, l'autre atteignit son manteau et lui a tendu un document. Ses mains tremblaient en le lisant. La couleur s'écoulait de son visage. C'était un avis officiel. Accusation, fraude en fil, vol d'identité, évasion fiscale, complot en vue de frauder. Elle se tourna vers moi, ses yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. Liam, ne les laissez pas. Mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas tressailli, je n'ai pas dit un mot. Elle appelait toujours mon nom en la faisant sortir. 2 jours plus tard, Thérèse a été arrêtée à l'extérieur d'un gymnase du Strip Mall à Miami. Il est allé tranquillement, pas de discours, pas de vidéo cette fois. Et juste comme ça, l'empire sur lequel ils avaient construit des mensonges et de fausses promesses s'effondre, pas avec le feu, pas avec la violence, mais avec la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas, des preuves. Cela aurait dû ressembler à la victoire lorsque les agents ont conduit Calista à sortir de cette salle d'audience, ses mains tremblantes, sa voix bégayant une version de s'il vous plaît qui avait perdu tout poids. Je pensais ressentir un sentiment de fermeture, de justice, de réparation. Mais à la place, ce qui s'est installé sur moi était quelque chose de plus lourd, pas de chagrin, pas de culpabilité, juste une étrange immobilité, comme se tenir dans une maison après un incendie, entouré de cendres que vous n'avez pas fixées mais que vous devez toujours nettoyer. Rory m'a rencontré à l'extérieur du palais de justice. Il n'a pas dit grand-chose, a simplement frappé la main sur mon épaule et a hoché la tête. J'ai hoché la tête. C'était suffisant. Clarissa est sortie quelques minutes plus tard, binder à la main, son expression illisible, elle sera détenue pour interrogatoire, a-t-elle déclaré. Selon la façon dont elle est honnête, nous saurons si cela reste au niveau de l'État ou déplace le gouvernement fédéral. Mon pari qu'ils vont faire un exemple de les deux. J'ai haussé un sourcil. Les 2 Thérèse sont déjà en détention. A-t-elle répondu. Le bureau de la Floride l'a arrêté ce matin. Nous avons déposé la documentation à l'appui pour le relier directement aux transactions sous Tide Rise et entre l'affidavit de Harper, les données de Léo et la Shell Company Trey. Ce n'est pas une question de savoir si c'est quand. Je n'ai pas souri. J'ai à nouveau hoché la tête. Ce n'était pas fini, pas vraiment, car même si la salle d'audience était derrière moi, les conséquences ne l'étaient pas. Quelques jours plus tard, Clarissa m'a appelé avec une mise à jour. Rappelez-vous cette subvention commerciale? Elle a demandé, celle qu'ils ont déposée en mon nom. Oui, il s'avère que l'État a approuvé une dispersion partielle, 18 000 $, ce qui signifie que je suis responsable. J'ai fini. Elle fit une pause. Techniquement, oui, jusqu'à ce que le tribunal finalise la demande de fraude et transforme la responsabilité envers elle. Mais ce processus peut prendre des mois, peut-être un an. Je coule dans le canapé dans le grenier en regardant le mur nu en face de moi. J'avais passé si longtemps à exposer la vérité, prouvant qu'elle m'avait volé, m'a menti, m'a utilisé. Mais cela n'a pas effacé les dégâts. Il n'a pas annulé la dette.
Combien? J'ai demandé 14 200. Elle a dit que c'était votre part sous responsabilité conjointe, car vous étiez encore légalement mariés lorsque le formulaire a été signé. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, il y a toujours quelque chose qui reste, toujours un morceau du feu qui continue de brûler longtemps après que la fumée s'est effondrée. Je vais le payer, dis-je tranquillement. Liam, nous pouvons le contester. Non, j'ai dit que ce soit la dernière chose que je paie pour elle. Il y avait un silence sur la ligne. Ensuite, elle a expiré, très bien, j'enverrai les détails du transfert. Après avoir raccroché, je me suis assis là dans le calme pendant longtemps. 14 000 $. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était le prix final de mon silence, ma confiance, mes 10 ans de regard dans l'autre sens tandis que quelque chose de pourri s'est développé juste devant moi. J'ai transféré l'argent ce soir-là, pas d'hésitation. C'était comme tirer un éclat de mon âme. Plus tard, j'ai rencontré Rory pour boire un verre. Nous nous sommes assis dans un bar sur le toit sur la ville. Juste deux hommes qui avaient trop vu et ont dit trop peu. Il n'a pas toast à la justice ni dit de vous dire, alors il a juste écouté. Vous êtes libre maintenant, a-t-il dit. J'ai secoué la tête, pas encore, mais je me rapproche. Le lendemain matin, Léo a appelé. Je pensais que vous voudrez peut-être ça. Il a dit avoir envoyé un rapport compilé, des journaux finaux, des documents judiciaires, la liste complète des transactions de Tide Rise sous les noms de Thérèse et de Calista. La dernière entrée de la liste, un paiement étiqueté, CAD planche remboursement CD. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. Elle a déposé une demande d'assurance après la vente de cabine. Léo a déclaré qu'il avait été endommagé lors d'une tempête. La cabine n'était pas endommagée, Liam. Elle l'a inondée intentionnellement, probablement pour que l'acheteur baisse le prix ou pour couvrir quelque chose. J'ai regardé le rapport. Elle a vandalisé la cabine de mon grand-père, la voix de Léo a baissé. Elle la profane. C'était la première fois que je ressentais de la vraie colère depuis des semaines, pas du rhume, pas du type calculant. C'était brut moche. La cabine n'était pas seulement du bois et de la pierre, c'était l'héritage familial et elle l'a détruite comme si elle était jetable. J'ai pensé à cette vieille photo en noir et blanc de moi et de mon grand-père, debout devant ce Porsche, deux fiers sourires, tout un avenir à venir. Et maintenant, cet avenir avait été vendu, inondé, revendiqué et effacé. Je n'ai pas pleuré, mais je me suis rapproché. J'ai passé le reste de la semaine à conclure des choses, à fermer des comptes, à annuler des services partagés, à rendre les documents juridiques à Clarissa pour l'archivage. À chaque boîte cochée, j'ai senti quelque chose de desserré dans ma poitrine. Petit à petit, je décomptais le nœud qu'elle a attaché autour de ma vie. Puis un matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé qu'il ne restait plus rien d'elle ici, pas de photos, pas de vêtements, pas de péché persistant de son shampoing dans la salle de bain. Elle était partie, non seulement physiquement mais de toutes les manières importantes, sauf la dette. La dette était restée, mais je ne lui entendais plus. C'était une cicatrice maintenant, une marque de survie, de clarté. Léo m'a envoyé un dernier message avant de signer. C'est la partie dont il ne parle jamais, a-t-il dit, le tissu cicatriciel. Il avait raison. Les gens aiment les histoires de vengeance, le drame, la chute, mais personne ne parle de ce qui se passe après, le silence, la paperasse, la thérapie, la reconstruction, les petits moments lents de vous remettre en forme de la pièce. Je suis entré dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je me suis tenu près de la fenêtre. Il pleuvait, mais je ne me sentais pas froid, je me sentais propre. Harper a appelé ce soir-là juste pour l'enregistrement. Elle a dit qu'elle avait entendu parler du résultat du tribunal, des accusations. Elle avait l'air plus stable qu'auparavant, plus forte, comme quelqu'un qui avait traversé le feu et avait appris à vivre avec les brûlures. Ils tomberont pour cela, a-t-elle finalement dit. J'ai hoché la tête, ils l'ont déjà fait. Il y a eu une pause. Puis elle a demandé doucement, alors qu'allez-vous faire ensuite? J'ai regardé autour du grenier, les comptoirs propres, les murs vides, la vie sur laquelle j'avais pressé réinitialiser. Je vais recommencer. J'ai dit, aussi simple que cela, pas d'une manière de montage de film, pas avec de grands discours ou des fins parfaites, juste tranquillement, honnêtement, une étape à la fois, parce que je ne voulais plus me venger, je voulais la paix et j'étais enfin prêt à le trouver. Vous pensez que, une fois le feu éteint, vous pouvez respirer à nouveau, qu'après le coup final, la dernière apparence d'audience, l'épreuve, le clic froid de la justice,
il ne reste plus rien à brûler. Mais ce n'est pas toujours vrai, car certaines dettes ne disparaissent pas. Certains restent enveloppés dans les petits caractères et les clauses oubliées en attendant de vous rappeler que même la liberté a un prix. C'était une lettre cette fois, enveloppe simple, pas d'avertissement, pas d'excuse, juste mon nom imprimé en haut et une demande polie de paiement en bas. Je me suis assis à la table de la cuisine en le tenant entre mes doigts comme s'il pourrait mordre 14 200 $. Je connaissais déjà le montant. Clarissa l'avait expliqué clairement après que le chaos de la salle d'audience s'est estompé. Il provient d'un document de refinancement que j'ai signé il y a 3 ans, à l'époque où j'essayais toujours de sauver un mariage qui avait déjà emballé tranquillement ses sacs. Calista l'avait glissé pendant une longue pile de papier. Nous avons consolidé la dette, a-t-elle dit, réduisant les taux d'intérêt, ce qui facilite les choses. Je n'avais pas lu chaque mot. C'était mon erreur. Enterré profondément à l'intérieur se trouvait une clause me liant conjointement et légalement à un prêt commercial, qui était maintenant lié à la société frauduleuse Tiderise Wellness. Et même si c'est elle qui a ouvert le compte, utilisé les fonds et forgé les opérations derrière, la dette était toujours réelle. Et parce que nous nous sommes mariés lors de sa création, j'étais responsable. Le processus judiciaire changerait le blâme à temps, le rapport de fraude, le témoignage, l'enquête criminelle. Tout cela fonctionnerait finalement en ma faveur. Mais finalement, ce n'était pas maintenant. Et les créanciers? Ils s'en fichaient, qui a simulé quoi? Ils voulaient juste leur argent. J'ai traversé mon pouce sur le bord de la lettre et j'ai regardé autour de la pièce. Le loft était silencieux comme toujours, clairsemé, propre, petit. Cela ne faisait pas de souvenir dans les murs, que j'aimais, mais ce matin-là, il se serait plus serré, comme les murs se penchaient à nouveau, comme si je me souvenais que même après tout, j'avais fait l'exposition, le silence, le plan, il y avait encore des restes de sa vie dans ma vie. J'ai pensé à le combattre, à le traîner dans une autre bataille juridique. Mais quelque chose en moi a dit non, plus de salles d'audience, plus de traînées. J'ai fini de saigner pour ces décisions. Je l'ai donc payé tranquillement, sans cérémonie. Je me suis rendu à la banque, je me suis retiré de mes économies personnelles et j'ai câblé l'argent. Le caissier m'a donné un reçu imprimé. Je l'ai plié et l'ai glissé dans un tiroir sans le lire 2 fois. C'était le dernier fil, le dernier dollar, la dernière conséquence d'un mariage s'appuie sur des mensonges. Ensuite, je me suis rendu au parc dans la rue. C'était une journée froide, un ciel gris, des feuilles éparses, le genre d'après-midi qui a gardé la plupart des gens à l'intérieur. Mais je devais être dehors, sentir le vent contre mon visage, pour me rappeler que j'étais toujours là, toujours debout. Je me suis assis sur un banc surplombant un petit étang artificiel et j'ai laissé mes pensées s'installer. Il ne courait pas comme il le faisait. Plus de what if, plus de flash de la voix de Calista résonnant dans mes oreilles, juste de l'espace, du silence, du tissu cicatriciel. Léo avait raison. Personne ne parle de cette partie, de la partie où vous êtes libre mais que vous vous sentez toujours un peu brisé. La partie où vous gagnez mais doit encore payer. J'ai sorti mon téléphone et parcouru les derniers messages que j'avais enregistrés de Clarissa. La plupart étaient la logistique, les mises à jour de cas, les transferts de fichiers, la fermeture des mémos. Mais le dernier était différent. Clarissa, vous avez géré cela avec plus de grâce que la plupart des gens. Vous vous êtes éloigné sans vous détruire pour la détruire. C'est rare. Je n'avais pas répondu, mais j'avais lu cette ligne encore et encore, car elle avait raison et aussi tort. Je ne suis pas parti indemne. Je reconstruisais toujours des cendres. Mais j'avais choisi de ne pas être comme Calista. Je n'avais rien falsifié. Je n'avais pas utilisé le nom, le cœur ou la code de crédit de quelqu'un d'autre pour combler un trou en moi. J'avais répondu avec la vérité, avec des faits, avec une résolution tranquille, et cela, pour moi, signifiait plus que la vengeance. Après être assis là un moment, j'ai sorti mon cahier, celui que j'avais porté depuis le jour où j'ai quitté Aspen. À l'intérieur se trouvaient des notes des premiers jours de tout démêlé, numéro de compte, réinitialisation du mot de passe, étape juridique. Mais plus loin, enterrés derrière les plans de bataille, étaient des gribouillis de quelque chose de différent, des idées pour un nouveau départ, des rêves que j'avais fait une pause, des projets que j'avais enterrés. Avant Calista, j'avais l'habitude d'esquisser des idées pour un petit centre de retraite. Rien d'extraordinaire, juste un endroit calme niché dans les arbres, quelque part que les gens pouvaient se déconnecter, respirer, trouver la paix. Je me suis retourné sur la page où j'avais dessiné un plan d'étage rugueux, des chambres de style cabine, une cuisine partagée,
des sentiers de randonnée, des foyers sous les étoiles. Je n'avais pas regardé cette page depuis des années, mais maintenant ça ne semblait plus impossible. Quelques jours plus tard, je me suis rendu au bord de la ville et j'ai rencontré un agent immobilier. Je lui ai dit que je cherchais un terrain éloigné, avec des arbres, avec un silence. Elle m'a montré 3 propriétés. Les 2 premiers étaient beaux, mais le 3e, c'était bien. C'était juste une clairière, vraiment, quelques acres nichés derrière une longue étendue de pins. Un ruisseau a couru le long du bord, pas de structure, juste de la terre. Mais quand je suis sorti de la voiture et que je me tenais là à respirer dans l'air froid de la montagne, quelque chose en moi s'installe. Ce n'était pas la vieille cabine, je n'obtiendrai jamais ça, mais ça pourrait être le mien, vraiment le mien. J'ai fait une offre une semaine plus tard. Il a été accepté. Je n'ai dit à personne au début, pas Rory, pas Léo, pas même Harper, qui était devenu une présence silencieuse dans ma vie, quelqu'un que j'ai rencontré pour un café toutes les quelques semaines, en parlant toujours de quoi que ce soit sauf le passé. Mais le jour où j'ai signé les documents finaux, je lui ai envoyé une photo du terrain, pas de légende, juste l'image. Elle a répondu avec un seul mot, la liberté. Et c'est ce que ça faisait, ne pas s'échapper, pas la vengeance, mais la paix. J'ai visité le terrain chaque week-end, parfois juste pour marcher sur le bord du ruisseau, parfois pour s'asseoir sur une chaise pliante avec un thermos de café et écouter le vent. J'ai recommencé à esquisser, les plans, les possibilités. Je ne savais pas combien de temps il faudrait pour construire quelque chose, ou même si je le faisais, mais l'idée vivait à nouveau et c'était suffisant. Une nuit, alors que je m'asseyais près de l'eau sous un ciel plein d'étoiles, j'ai retiré ce cahier. Je me suis retourné sur une page vierge et j'ai écrit quelque chose que je n'avais pas osé dire à haute voix, elle a pris le passé, mais elle ne pouvait pas prendre le futur. C'est le mien. La cabine était partie, celle que mon grand-père a construite à main nue, celle où j'ai appris à diviser le bois de chauffage, où nous avons joué des cartes par lanterne light. Lorsque Storm a éliminé le pouvoir, Calista l'avait pris, l'avait vendu, l'avait inondé et enterré sous une réclamation. Et autant que je voulais croire que je pouvais un jour le récupérer, je savais au fond qu'il ne rentrait jamais à la maison. Mais tout ne doit pas à le faire. Certaines choses sont censées rester dans le passé, ancrées à qui nous étions. Avant que l'incendie ne parvienne, je me tenais sur le porche du nouvel endroit, un tronçon de forêt tranquille près du lac Flathead. Il était toujours inachevé, le revêtement n'était pas encore peint et il y avait une pile de planches de cèdre appuyées contre le mur et en attendant de devenir un pont. Mais c'était le mien, complètement pas co-signé, pas emprunté, non attaché au nom ou aux attentes de quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas de grande célébration quand je l'ai acheté, pas de post Instagram, pas de popagne, juste un acte signé, une expiration tranquille et une longue route à travers des routes sinueuses qui n'ont ramené à rien d'autre que de la paix. La plupart des matins, je me suis réveillé avant le lever du soleil et je me suis assis sur les marches inachevées avec une tasse de café noir, juste moi et le son des oiseaux pour comprendre la journée. Pas d'alarme, pas d'horaire, personne ne demande rien. Le calme ne se sentait pas vide. Il se sentait gagné. Harper a vécu 2 villes maintenant. Après les procès et les salles d'audience et les longs mois de tri à la suite, elle a décidé qu'elle avait aussi besoin d'espace, non pas loin de moi, mais loin du souvenir de ce qui s'était passé. Nous n'avons jamais essayé de forcer quelque chose de romantique entre nous. Ce n'était pas ce dont nous avions besoin. Ce que nous avons partagé était quelque chose de différent, un lien forgé dans la trahison, dans la survie, une compréhension sans explication. Nous nous sommes parfois rencontrés, généralement au café local qui servait du pain grillé épais et du terrible dé. Le silence disait suffisamment. Un jour, elle a apporté un chien de sauvetage, une sorte de mélange de berger, avec une queue tordue et des yeux doux. Je me suis assis sur le sol pendant qu'il me reniflait comme si j'étais un puzzle. « Tu devrais en avoir un » dit-elle en sirotant son thé. « Peut-être » ai-je répondu en frottant les oreilles du chien. « Les chiens sont honnêtes » a-t-elle ajouté. « Ils sont heureux de vous voir, soit ils ne sont pas. » Pas de prétendant. Cela m'a fait rire et ça m'a collé. Plus tard dans la semaine, j'ai adopté un mélange de laboratoire noir du refuge. Ils l'ont appelé Diesel. Il était toutes les jambes et la langue et avait une écorce trop grande pour son cadre maigre. Il m'a suivi partout comme s'il avait peur de disparaître s'il clignait des yeux. Il aimait faire la sieste sur mes bottes et comment, à des chouettes éloignées, comme s'il lui devait de l'argent, il a fait en sorte que la cabine se sente pleine. J'ai recommencé à écrire. Pas d'histoire, pas de lettres, juste des pensées.
j'ai rempli des cahiers de souvenirs que je ne voulais pas perdre de bon, comme la première fois que j'ai attrapé un poisson avec grand-père ou la façon dont la cabine sentait en hiver. Je n'ai pas écrit sur Calista, pas directement, mais elle s'est quand même présentée dans le calme entre les phrases et les choses que j'apprenais à lâcher prise. Un soir, j'ai vérifié la boîte aux lettres à la fin du lecteur de gravier et trouvé une lettre sans adresse de retour. Je l'ai presque jetée, mais la curiosité a eu raison de moi. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, épaisse, coûteuse. L'écriture était soignée, indubitablement la sienne. Vous avez toujours pensé que vous étiez plus intelligent, mais j'étais juste plus rapide. C'était tout. Pas d'excuses, pas de regrets, pas de propriété, juste une ligne qui nage de fierté et de déni, comme si elle croyait toujours qu'elle voulait quelque chose. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois de plus lent, puis j'ai souri, non pas parce que ça faisait mal mais parce que ce n'était pas le cas. Il fut un temps que la lettre aurait ruiné toute ma journée, m'aurait envoyé dans une spirale de colère ou de doute, mais maintenant c'était juste un murmure d'un monde dans lequel je ne vivais plus, un petit rappel de qui elle était et de qui je n'avais plus à être. Je n'ai pas répondu. Je l'ai brûlé juste là dans le foyer. À l'arrière, Diesel s'est assis à côté de moi en regardant les flammes crépiter et en boucler le papier dans des cendres. Puis je me suis levé, je me suis étendu et je suis entré à l'intérieur. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Rory, je viens de m'enregistrer. Il a dit qu'il avait entendu à travers l'un de ses contacts juridiques que Thérèse avait conclu un accord de plaidoyer de 5 ans. Le procès de Calista était toujours en suspens. Il y a eu de nouvelles accusations, quelque chose à l'origine de la mauvaise utilisation de l'argent des subventions fédérales et à la falsification des dossiers d'identité à travers les lignes de l'État. Je n'ai pas demandé de détails, je n'en voulais pas. Cette partie de ma vie était terminée et je n'allais pas continuer à traîner son fantôme dans mon présent. J'ai passé ce week-end à construire le pont à l'arrière. C'était un travail lent, mesuré, nivelé, martelé des planches, tandis que Diesel a chassé des insectes et aboyé des nuages qui passent. Mais c'était bien, honnête. Chaque ongle était un peu de récupération, chaque planche rappelle un peu que je construisais quelque chose de réel maintenant, quelque chose que personne ne pouvait forger, inonder ou emporter. Ce dimanche, Harper s'est arrêtée. Elle a apporté une tarte aux pêches et 2 tasses du café. Nous nous sommes assis sur le pont à moitié finish et avons regardé le soleil couler sous les arbres, le ciel brûlant, l'orange doux et le violet pâle. Elle a pointé à l'horizon. Vous savez ce que j'aime dans cet endroit? Elle a demandé, qu'est-ce que c'est? C'est calme, dit-elle, mais pas vide. Cela le résume mieux que jamais. Nous n'avons pas dit grand-chose après cela, laissé le calme s'étirer entre nous comme un pont. Plus tard, après son départ, je me suis assis à nouveau près du foyer. Diesel recroquevillait à mes pieds. Les étoiles sont sorties une par une, douces et lentes, comme si elles n'étaient pas pressées pour impressionner. Et je l'ai finalement dit à haute voix, tu étais rapide. J'ai chuchoté à la nuit, à la mémoire de Calista. Mais je suis libre. Et c'est là, je l'ai compris, toute la différence. Elle fuyait la vérité, se cachait derrière des mensonges, rognait sur les raccourcis et se faisait des illusions, et avançait dans la vie comme si elle était toujours à 2 doigts d'être exposée. Elle était peut-être plus rapide, plus bruyante, plus acerbe, mais j'étais entière maintenant. Et l'intégrité n'est pas une question de vitesse. C'est une question de calme, de choix de la paix plutôt que de la guerre, d'intégrité plutôt que de spectacle, de guérison plutôt que de vengeance. La cabane avait peut-être été vendue, inondée et perdue, mais celle que j'avais en tête, celle construite de mémoire, forgée dans le feu et reconstruite en silence, tenait toujours. Et celle-là, personne ne la toucherait plus jamais.